Dans cette vidéo, nous aborderons les principes de prise en charge des fractures du rachis thoracolombaire. Le topo a été préparé par le docteur Jules Hybride sous la direction des docteurs Paul Mathiot et Pierre Lemonnery. Les fractures thoracolombaires représentent 60% des fractures du rachis. Il faut savoir que 60% des fractures passent inaperçues et peuvent donc fausser le recensement. Et parmi ces fractures diagnostiquées, seulement 40% sont traitées médicalement ou chirurgicalement. La vertèbre L1 est la vertèbre la plus touchée dans 30% des cas, car se situant à la charnière qui est une zone de fragilité. La lésion la plus fréquente est la type burst dans 40% des cas. La prévalence des fractures du rachis est multipliée par 4 au-delà de 80 ans. Il existe deux pics d'incidence. Le premier concerne des sujets de 20 à 30 ans, de type masculin, suite à une chute de hauteur ou un accident de la route, plutôt à haute cinétique. Le deuxième concerne les sujets au-delà de 60 ans, plutôt de type féminin, suite à des chutes à basse cinétique correspondant à l'ostéoporose. Tout d'abord, un petit rappel anatomique. La colonne vertébrale correspond à la charpente du corps humain et possède plusieurs fonctions. Une fonction mécanique lui permettant la station debout et assise et assurant la mobilité du tronc. Et enfin, une fonction neurologique correspondant à la protection de la moelle épinière qui chemine dans le canal rachidien jusqu'en L1. Les vertèbres s'articulent entre elles par deux articulations. Une première articulation de type synovial ou zygapophysaire qui correspond à l'association entre les processus articulaires supérieurs et les processus articulaires inférieurs. Cette articulation se caractérise par la présence d'une capsule articulaire reliant les deux os entre eux. Elles sont planes en cervicothoracique et trochoïdes en lombaire, leur permettant de glisser l'une sur l'autre dans un plan unique. Enfin, il existe une articulation cartilagineuse, dite également symphyse, formée du disque intervertébral qui correspond à un coussinet compressible de cartilage fibreux reliant les deux os entre eux. Les corps vertébraux sont plutôt effilés vers l'avant en thoracique et réniformes en lombaire. La corticale est fine, sauf au niveau du mur postérieur. Les travées osseuses se placent selon des lignes de résistance, avec une zone de plus grande résistance en arrière au niveau du mur postérieur et une zone de fragilité en avant qui correspondra à la zone des tassements vertébraux. Le foramen vertébral correspond à l'endroit où sort la racine nerveuse. La lame permet une protection de la moelle épinière en formant l'arc postérieur des vertèbres sur un plan axial. Enfin, les pédicules permettent une stabilité de la vertèbre en reliant la partie postérieure et la partie antérieure vertébrale. Le disque intervertébral est non vascularisé, il est innervé dans son tiers périphérique. Il joue donc le rôle d'amortisseur hydraulique formé par le nucleus pulposus en son centre, fait principalement de protéoglycanes et de collagène de type 2, et par l'annulus fibrosus qui est très riche en collagène avec des propriétés plutôt élastiques. Les vertèbres sont stabilisées entre elles par plusieurs ligaments. Nous pouvons d'abord voir le ligament longitudinal antérieur reliant la partie antérieure des corps vertébraux, ainsi que le ligament longitudinal postérieur reliant la partie postérieure de ces corps vertébraux. Les ligaments jaunes permettent de relier les lames entre elles. Le ligament interépineux relie les processus épineux. Et le ligament sus-épineux sera également posé sur les processus épineux. Lors d'une suspicion de fracture vertébrale aux urgences, il faudra réaliser un examen clinique complet. Cet examen clinique démarre avec l'évaluation de la motricité qui sera évaluée selon l'échelle du testing moteur allant de 0 à 5. 0 correspondant à l'absence de contraction volontaire et 5 à une force musculaire normale. Il sera donc nécessaire d'évaluer les différentes racines des membres inférieurs. La racine L2 permet la flexion de hanche. La racine L3 permet l'extension de genou. La racine L4 contrôle le releveur du pied et la racine L5 correspond au releveur de l'hallux. Les deux racines permettent de marcher sur les talons. Et la racine S1 permet la flexion plantaire ou la marche sur la pointe des pieds. Il faudra ensuite évaluer la sensibilité correspondant aux différents dermatomes affichés ici. Il pourra exister une hyposensibilité ou une anesthésie complète. Il est important d'éliminer tout trouble sphinctérien lors de la suspicion d'une fracture du rachis. Il faudra donc réaliser soit un sondage urinaire, soit un bladder afin d'éliminer une rétention aiguë d'urine. Le toucher rectal nous permettra également d'éliminer une anesthésie en selle ou une hypotonie anale. Le syndrome pyramidal permettra de rechercher une contusion médulaire.
il sera positif en cas de signe de Babinski, correspondant à une élévation lente et majestueuse de l'hallux, ou en cas de trépidation épileptoïde ou de réflexe vif, diffus et polycinétique. Cet examen clinique sera alors reporté dans le score clinique ASIA, qui est un score pronostique basé sur la classification de Frankel. Un score A correspond à une atteinte complète sensitivo-motrice. Un score B correspond à une atteinte incomplète seulement de la sensibilité. Un score C correspond à une atteinte de la sensibilité, de la motricité, avec un score du testing musculaire inférieur à 3 sur 5. Un score D correspond à une atteinte sensitivo-motrice, avec un testing musculaire supérieur à 3 sur 5. Et enfin, un score E correspond à une absence d'atteinte sensitivo-motrice. Ce score est à visée pronostique puisqu'il faut savoir qu'un tiers des patients récupèrent un score ASA, un tiers récupère un niveau moteur, et enfin un tiers ne récupère pas. Une fois l'examen clinique terminé, nous réaliserons des examens complémentaires à type de radio ou de scanner afin de permettre une analyse approfondie de la fracture. Le traumatisme peut en effet induire un déséquilibre du tronc que l'on mesurera selon plusieurs angles. La déformation de la vertèbre elle-même se mesure par le pourcentage de diminution de hauteur des murs antérieurs et postérieurs, mais aussi par la syphose vertébrale, qui correspond à l'angle entre le plateau supérieur et le plateau inférieur de la vertèbre fracturée. La syphose régionale correspond à l'angle entre le plateau supérieur de la vertèbre saine sous-jacente et le plateau inférieur de la vertèbre saine sous-jacente. Cet angle permet de prendre en compte la perte de hauteur selon la région vertébrale, et il faut donc le comparer à la courbure physiologique du rachis à ce niveau. On calcule donc l'ART, l'angulation régionale traumatique, qui correspond à la syphose régionale moins l'angulation physiologique. Cette angulation physiologique a été décrite par Stagnara et diffère selon les niveaux vertébraux. Si l'angulation régionale traumatique est supérieure à 20 degrés, cela sera en faveur d'un traitement chirurgical. En 1962, Sir Frank Wilde Holdsworth décrivit les fractures du rachis selon 2 colonnes en tenant compte des différents mécanismes possibles. Une colonne antérieure constituée des corps vertébraux et des disques travaillant en compression, et une colonne postérieure constituée des arcs neuraux travaillant en tension. Le type 1 correspond à une fracture en pure flexion. Elle est associée à un complexe ligamentaire dorsal intact et correspond donc à une fracture stable. Le corps vertébral absorbe la plus grande partie de l'impact, entraînant une fracture en compression en coin. Le type 2 correspond à une flexion-rotation avec une rupture du complexe ligamentaire dorsal, entraînant donc une fracture instable et souvent associée à une paraplégie. Ceci correspond à un mécanisme en torsion. Le type 3 correspond à une fracture en distraction avec des ligaments dorsaux intacts. Ceci correspond à un mécanisme en extension. Et enfin, le type 4 correspond à une fracture en compression causée par des forces directement transmises le long des corps vertébraux. En 1973, Louis ajouta une troisième colonne. Nous avions donc une colonne antérieure discocorporéale et 2 colonnes postérieures faites des isthmes et des articulaires. 10 ans après, en 1982, Denis introduisit une troisième colonne différente selon un axe antéro-postérieur. La colonne antérieure correspond à la partie antérieure du corps et du disque vertébral ainsi qu'au ligament vertébral antérieur. La colonne moyenne correspond à la partie postérieure discocorporéale ainsi qu'au ligament vertébral postérieur, au pédicule et aux isthmes. Si cette colonne est atteinte, il en résulte alors une fracture dite instable. La colonne postérieure correspond aux arcs postérieurs et aux ligaments postérieurs de type ligament jaune, ligament sus et interépineux. Il faut savoir que plus le nombre de colonnes lésées est grand, plus l'instabilité de la fracture est importante. Denis décrivit alors une classification selon 4 types de fractures. Le type 1 correspond à une fracture par compression de la colonne antérieure. Il en résulte un tassement cunéiforme. Cette fracture est dite stable, ne touchant qu'une seule des 3 colonnes. La type 2 est une fracture par compression et éclatement de la colonne antérieure et moyenne. C'est une fracture burst. Cette lésion est instable. Elle atteint le segment mobile rachidien disco-ligamentaire ainsi que le segment vertébral moyen. Le type 3 est une fracture en flexion pure, dite seatbelt fracture. Elle atteint la colonne postérieure et la colonne moyenne et correspond donc à une lésion instable. La type 4 correspond à une fracture dislocation atteignant les 3 colonnes et ayant donc une instabilité majeure.
Ce dernier type de fracture peut poser un problème diagnostique en cas de réduction spontanée. Il faut donc la suspecter devant des signes neurologiques inexpliqués ou des fractures parcellaires associées telles que des apophyses transverses, des épineuses ou une luxation uniarticulaire. En 1989, Magirl propose une classification combinant à la fois le mécanisme et les caractéristiques morphologiques des fractures. Cette classification est encore majoritairement utilisée de nos jours. Elle distingue les fractures en 3 grandes catégories. La catégorie A correspond à toutes les fractures en compression, plus ou moins centrées par rapport au nucleus pulposus. La fracture A1 correspond à l'atteinte d'un plateau, le plus souvent supérieur cunéiforme. La 2 correspond à l'atteinte des plateaux supérieurs et inférieurs, entraînant une fracture dite split, avec un mur postérieur intact. La 3 correspond à l'atteinte des 3 plateaux, dont le mur postérieur. Les Magirl B correspondent à une fracture en distraction. Il existe sur le rachis antérieur ou postérieur une solution de continuité témoignant d'un arrachement. La B1 est une fracture transligamentaire en flexion. Elle est instable et systématiquement chirurgicale puisqu'il n'existera pas de cicatrisation spontanée des ligaments. La B2 correspond à une transligamentaire osseuse en flexion. La B3 correspond à toutes les fractures en extension. Les Magirl C sont les fractures en rotation. Elles réalisent, à la suite d'une torsion axiale, une rupture circonférentielle avec un fort pouvoir de dislocation. Cette rotation peut se mélanger aux mécanismes de compression ou de distraction. Les signes à rechercher sont un décalage des épineuses, une fracture unilatérale articulaire, des fractures étagées des transverses ou une fracture asymétrique du corps vertébral. La C1 correspond à une rotation associée à une compression de type A. La C2 est elle associée à une distraction de type B. Et enfin, la C3 correspond à un cisaillement rotatoire. En 1996, l'étude d'Arjanson et Lassalle ont retrouvé que des complications neurologiques étaient présentes dans 52% des fractures de type C, 41% des fractures de type B et enfin 20% dans les fractures de type A. En 2013, Laospine reprit la base de la classification de Magirl et ajouta 2 sous-catégories. La fracture A3 correspondant à une burst incomplète avec l'atteinte d'un plateau et d'une partie du mur postérieur, mais en respectant l'arc postérieur. Et la fracture A4 correspondant à une burst complète touchant les 2 plateaux ainsi que le mur postérieur. La classification TLCISS est utilisée pour guider le traitement des traumatismes rachidiens thoracolombaires. C'est un score facile qui décrit la fracture selon sa stabilité, le risque de déformation ultérieure et le risque neurologique. Le score s'établit de 0 à 4 points pour chaque catégorie et le score total s'étale sur un maximum de 10 points. Si le score est supérieur à 4 points, il indique la nécessité d'un traitement chirurgical. La première catégorie intéresse la morphologie de la fracture. Une fracture en compression vaut 1 point. Une burst vaut 2 points. Une fracture en translation vaut 3 points. Et une fracture en distraction vaut 4 points. La deuxième catégorie correspond à l'intégrité du complexe ligamentaire postérieur. Il peut être difficile de l'établir sur le scanner et peut nécessiter une IRM. Nous gagnerons 2 points si l'on suspecte une atteinte de ce complexe ligamentaire et 3 points si ce complexe est atteint. La dernière catégorie correspond au statut neurologique. Nous aurons 2 points en cas d'atteinte nerveuse ou d'atteinte médulaire complète et nous aurons 3 points en cas d'atteinte médulaire incomplète ou d'un syndrome de la queue de cheval. En ce qui concerne les traitements, ils varieront en fonction du type de fracture retrouvée. En cas de fracture en compression de type A1 ou A2, avec une perte de hauteur vertébrale de moins de 15%, nous pourrons réaliser un traitement orthopédique par corset. En cas de fracture en compression récente de moins de 12 semaines, hyperalgique à la verticalisation, avec une perte de hauteur vertébrale de plus de 15% ou une kyphose vertébrale de plus de 15 degrés, nous pourrons alors réaliser une kyphoplastie mini-invasive. Pour les fractures en compression, plutôt de type A3, avec un score TLCIS supérieur à 4 indiquant un traitement chirurgical, nous pourrons alors réaliser des arthrodèses. Les fractures en distraction de type B relèvent presque systématiquement d'une arthrodèse.
Pour les fractures en flexion transosseuse pure, sans atteinte ligamentaire, selon l'état clinique du patient, nous pourrons discuter d'un traitement par corset avec un très fort risque de pseudarthrose. Les fractures de type C en rotation relèvent systématiquement d'un traitement chirurgical par arthrodèse. Nous allons à présent détailler les différents types de traitements. Les corsets sont utilisés pour les fractures en compression de type A1 ou A2 avec une perte de hauteur vertébrale de moins de 15%. Ils sont apportés pour 3 mois, 6 semaines jour et nuit, puis 6 semaines que la nuit. Il faudra débuter de la kinésithérapie isométrique à partir de la 6e semaine pour un renforcement des muscles érecteurs du rachis. Les patients pourront reprendre le vélo, la natation et la marche à partir de 3 mois, la course à pied à partir de 4 mois et les sports en torsion à partir de 6 mois. Le type de corset à prescrire varie selon le niveau vertébral touché. Pour une fracture au niveau de L5, il faudra prescrire un corset lombaire avec une prise crurale. Pour les fractures de L4, nous prescrirons un corset lombaire. Les fractures de T11 à L3 nécessiteront un corset thoracolombaire avec appui sternal. De T4 à T10, nous prescrirons un corset thoracolombaire avec appui biclaviculaire. Et enfin, de C7 à T4, nous pourrons prescrire 2 types de corsets, soit une minerve avec embase thoracique, soit un corset thoracolombaire avec adjonction de minerve. L'expansion vertébrale mini-invasive, aussi appelée kyphoplastie, est utilisée pour les fractures vertébrales en compression de type A1, A2, voire A3, qui sont récentes de moins de 12 semaines, hyperalgiques à la verticalisation, ou qui nécessitent d'être redressées due à une perte de hauteur vertébrale de plus de 15% ou à une kyphose vertébrale locale de plus de 15 degrés. Cette kyphoplastie va permettre une amélioration algique dans 85% des cas. Elle permet également un gain de correction entre 10 et 15 degrés de kyphose vertébrale. Le principe correspond à l'introduction d'un trocar de Yamshidi à travers les pédicules. Nous pourrons alors expandre dans le corps vertébral un mécanisme tel qu'un spine jack ou un ballon. Nous pourrons alors y injecter une certaine dose de ciment afin de diminuer les douleurs. Il faut cependant faire attention aux risques neurologiques ou vasculaires lors de la fuite du ciment à travers la partie antérieure ou postérieure du corps vertébral. L'arthrodèse obéit au principe de la traumatologie et repose sur la réduction, la décompression et la stabilisation. L'exposition abordera de façon prudente les tâches fracturées, surtout s'il existe des lésions de l'arc postérieur. Nous réaliserons ensuite un vissage pédiculaire, prenant 2 niveaux vertébraux sains sus et sous-jacents en thoracique et un niveau sain en lombaire. Le point d'entrée du vissage diffère selon que l'on soit en thoracique ou en lombaire, comme montré sur ces images. En cas de risque d'arrachement du matériel, dû par exemple à une mauvaise qualité osseuse, nous pourrons utiliser des crochets aux extrémités des montages afin de créer une pince lamo-lamaire. Un temps important correspond à la réduction de la fracture. Celle-ci peut se faire en préopératoire, lors de l'installation en décubitus ventral, afin de favoriser une bonne lordose lombaire. Elle se fait également en péropératoire, lors de l'instrumentation, selon 3 mécanismes. La réduction sur tige, qui peut être améliorée par l'utilisation de vis monoaxiales, la distraction sur tige, et le bending in situ avec l'utilisation de fer à cintrer. Cette réduction permet une libération indirecte du canal par ligamentotaxis. Si le recul du mur postérieur est supérieur à 50%, le ligamentotaxis ne suffira pas, il faudra y associer une décompression directe. Chez les patients jeunes, nous réaliserons de plus en plus d'ostéosynthèse percutanée temporaire avec une ablation précoce du matériel au 9e mois, permettant une consolidation de la fracture sans arthrodèse. En cas de signes neurologiques ou de recul du mur postérieur de plus de 50%, il faudra réaliser une décompression directe. Cette décompression se fait soit par laminectomie, pour une décompression élargie, soit par recalibrage. Ce dernier consiste à enlever la partie inférieure de la lame supérieure et la partie supérieure de la lame inférieure, afin de permettre une décompression des récessus. Lorsqu'on se retrouve avec des fractures de type burst, comminutive, qui entraînent un vide intercorporéal important, il peut être nécessaire de compléter la chirurgie par une voie antérieure ou latérale, permettant la mise en place de greffes osseuses et de cages expansives.
Le score de McCormack permet d'évaluer le risque de rupture du matériel d'ostéosynthèse postérieure. Il s'étale de 3 à 9 et est décrit en 3 catégories. Un score supérieur à 7 indique la nécessité d'une arthrodèse circonférentielle. La première catégorie évalue la comminution sagittale. Une comminution inférieure à 30% vaut 1 point. Une comminution de 30 à 60% vaut 2 points et au-delà de 60%, 3 points. La deuxième catégorie évalue la comminution axiale. Nous prenons 1 point en cas d'absence de déplacement axial, 2 points s'il existe un déplacement d'au moins 2 mm sur moins de la moitié du corps vertébral, et 3 points s'il y a un déplacement de plus de 2 mm sur plus de la moitié du corps vertébral. Enfin, la dernière catégorie évalue la correction de la déformation après la première chirurgie. Une correction de moins de 3 degrés vaut 1 point, entre 4 et 9 degrés 2 points, et une correction de plus de 10 degrés vaut 3 points. En résumé, les fractures thoracolombaires ont une prévalence importante et leur prise en charge est plutôt bien codifiée. La classification à utiliser est la classification officielle de la Spine. Elle nous permettra de déterminer le type de traitement nécessaire. L'examen clinique est une part importante de la prise en charge des fractures thoracolombaires avec la réalisation systématique du score ASIA afin d'avoir une valeur pronostique. Et pour terminer, les traitements des fractures thoracolombaires sont nombreux. Ils vont du traitement conservateur orthopédique par corset jusqu'au traitement invasif avec des arthrodèses étendues sur plusieurs niveaux. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne OrthoStream. Merci et à bientôt.